Le Ghana de John Mahama met les pieds dans les plats de la CEDEAO. Le pays se dit prêt à coopérer désormais avec l'Alliance des États du Sahel. Et dans la même veine panafricaniste, le pays de Francis Osadjifo Kwame Nkrumah ouvre ses frontières à tous les pays africains sans formalité de visa. Mais qu'est-ce qui pousse Accra à prendre de telles décisions aussi historiques et quelles en sont les conséquences? 90 minutes pour en parler avec au plateau un seul invité aujourd'hui, celui qui ne bouge pas, Sogoyou Kegewet. Rendez-vous Excellence, bonjour. Bonjour Gilles, c'est dommage que mon co-débatteur ne soit pas là, je crois qu'il a eu un empêchement. Bon, on va se débrouiller. Et on espère on donnera satisfaction à nos téléspectateurs. Et très heureux d'être avec nous. Vous êtes ancien ambassadeur, journaliste. Nous parlons donc du panafricanisme. Le Ghana prend des décisions historiques. Si vous nous suivez ce dimanche à midi, eh bien, nous sommes en direct. Vous êtes conviés à enrichir cette émission avec vos contributions. Vous connaissez le principe et le contact, plus 228 96 08 43 43 pour nous écrire. Nous nous ferons le plaisir de relayer ces messages dans la seconde partie à 13h UTC. Si vous nous suivez en direct, si c'est en direct sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de nous soutenir. Likez cette émission avec votre pouce et puis votre commentaire. Il est attendu, quelle que soit votre opinion, que vous soyez d'accord avec nous ou pas. Envoyez-nous vos commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir des notifications lorsque nous avons de nouvelles vidéos. Et puis partagez New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique, qui ouvre ses frontières aux Africains. Retour au plateau, Excellence. Les décisions sont sorties en milieu de semaine. Le Ghana se rapproche de plus en plus de l'AES. Un émissaire envoyé à Bamako pour inviter même Assimi Goïta à l'investiture de John Mahama. Mais qu'est-ce qui fait basculer le Ghana dans le camp, dans l'axe des indépendantistes souverainistes? Je dis que ce n'est pas un basculement. Le Ghana a toujours été un pays indépendantiste et souverainiste. Parfait. Voilà. Bien sûr, ils seront d'ailleurs invités à contribuer à la richesse de cette émission. Panafricanisme, le Ghana prend des décisions historiques, c'est le thème du jour. Si vous nous suivez, contribuez à la richesse de cette émission. Vous connaissez les principes et le contact. Plus 228 96 08 43 43. Envoyez-nous des messages via WhatsApp. Je me ferai le plaisir de les relayer dans la seconde partie, à partir de 13h10, si vous nous écoutez. Si vous nous suivez ce dimanche à midi. Si c'est en différé sur notre chaîne YouTube, commentez abondamment cette émission. Que vous soyez d'accord avec nous, nous acceptons toutes les opinions. Et New World Forum... c'est tous les dimanches. Abonnez-vous pour recevoir les cloches de notification lorsque nous avons de nouvelles vidéos. Et partagez New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui ouvre les frontières aux Africains. Excellence, la nouvelle est tombée en milieu de semaine. Le Ghana se rapproche de l'AES, des émissaires à Bamako et même Assimi Goïta est invité à l'investiture de John Mahama. Mais qu'est-ce qui fait basculer le Ghana dans le camp, dans l'axe, je voudrais dire, des indépendantistes souverainistes? Je crois que le Ghana a toujours été le Ghana. Il a toujours été dans le camp des indépendantistes, des souverainistes. Le Ghana l'a toujours été. Depuis Nkrumah, en passant par John Jerry Rawlings jusqu'à aujourd'hui, le Ghana est un peuple qui s'est inscrit dans la droite ligne de la souveraineté. Il ne faut pas confondre le Ghana avec un individu. C'est ça l'erreur, nos erreurs souvent. Parce que ces individus qui guident leur pays dans le gouffre, juste pour le plaisir de certaines forces extérieures, ils ne représentent pas leur pays. D'ailleurs, les élections ont prouvé que les Ghanéens n'étaient pas du tout d'accord que leur président se présente en chef négrier, allant toujours à l'Élysée pour vendre les pays de l'AES. C'est ce que les Ghanéens, c'est le message qu'ils ont passé. Sinon, à part ça, il n'est pas pire que les autres. Donc, le choix est clair. C'est le peuple qui choisit. Et l'élection de Mahama prouve que le Ghana, les Ghanéens sont toujours un peuple indépendantiste, un peuple souverainiste. Il n'y a rien de nouveau, ce n'est pas une nouveauté.
Les Ghanéens avec le Sadifo Dr Kwame Nkrumah, les Ghanéens avec John Jerry Rawlings ont toujours prouvé qui ils sont, comment ils sont préoccupés par le devenir de l'Afrique, un devenir dans l'intérêt des peuples et non des présidents qui prennent l'avion pour aller commander des médailles à l'étranger. Oui, mais si vous estimez que seul l'individu suffit pour changer le plan, la vision de tout un pays, ça devient dangereux alors parce que n'importe qui peut être élu à tout moment. Mais il faut se fier au bon sens. Le bon sens, c'est ce que le président Mahama vient de commencer à faire. C'est du bon sens. Vous ne pouvez pas être limitrophe avec des pays et vous allez maintenant attirer des forces extérieures pour venir détruire ces pays. Les djihadistes qui infestent le Sahel, vous ne pouvez pas leur prêter votre territoire pour qu'ils viennent se requinquer, pour qu'ils viennent se soigner, pour qu'ils viennent s'organiser, pour aller attaquer un pays voisin. C'est ça le problème. Donc, moi, je crois que un seul homme, il n'agit pas en tant qu'un seul homme, il agit dans le bon sens. Et il sait que le bon sens est partagé par tous les Ghanéens. Oui, mais la question que je pose, si un autre vient demain avec d'autres intentions, ça veut dire que le bon sens dont vous parlez, on peut lui tourner la tête. Non, écoutez, il vient avec quelques autres idées. Il est élu. Le président Mahama, il est élu. Il n'a pas sauté comme ça dans l'arène pour se dire je suis président. Ça m'étonnerait que demain, les Ghanéens portent leur choix électoral sur quelqu'un qui vient juste dans l'intention d'esclavagiser d'autres Africains. Vous parlez d'esclavagiser, mais ce n'est pas le point de vue des autres. Eux, ils disent défendre les idéaux démocratiques dans le protocole de la CEDEAO. Et alors ? La démocratie est une foutaise. La démocratie telle qu'elle a été implémentée en Afrique est une foutaise. Oui, vous dites... Donc, quiconque en Afrique... La démocratie telle qu'elle a été implémentée. Oui, oui. Mais la démocratie... Oui. Quand en Afrique, un noir entend Quand un noir en Afrique noir entend parler de démocratie, il devait prendre ses distances, il devait fuir parce que c'était la ruse. On est venu nous manipuler d'abord avec les religions. Dieu est bon, Dieu est gentil, il faut pas, on te donne une gifle, il faut tendre l'autre jour. Et on a exploité, escroqué, volé, vendu, pillé les Africains. Et ils en demandent toujours plus, ils donnent toujours l'autre jour. Maintenant, on sait que ça ne marche plus, les gens ont commencé à ouvrir les yeux. Alors on a amené la démocratie. Et la démocratie, c'est quoi? C'est la ruse pour les pays, les puissances extérieures, de mettre à la tête des pays qui ils veulent, quand ils veulent, dans des conditions qu'ils veulent. C'est pourquoi... plus aujourd'hui un président est démocratiquement élu, plus il est dangereux pour la cause des Africains. Est-ce que la position du Ghana aujourd'hui, c'est-à-dire le rapprochement avec l'AES, je l'ai souligné, un émissaire ghanéen allé à Bamako, dire qu'ils sont disposés à nouer des relations bilatérales avec tous les pays de l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger, est-ce que cette position ne risque pas de faire imploser la CEDEAO? Tu parles de quel CEDEAO encore? Il ne faut pas venir me parler ici de quelqu'un qu'on a enterré. Non seulement il est mort, mais il est enterré. La preuve, justement, si la CEDEAO existait, le nouveau dirigeant ghanéen n'aurait pas fait ce qu'il fait. Il sait que ça n'existe pas. J'ai dit ici la dernière fois que la CEDEAO n'existe pas. Il y a 3 ou 4 larrons qui se sont emparés de l'idée CEDEAO, non pas pour encourager l'entente et, disons, le vivre ensemble dans les pays de la CEDEAO, mais pour pouvoir aller vendre les pays indépendantistes et s'enrichir à des fins personnelles. Donc, Mahama ne peut pas aller vendre la CEDEAO, vendre l'AES à Paris. Il ne peut pas le faire. Donc, la CEDEAO impose ou n'impose pas. Pour moi, j'étais toujours dit qu'elle n'existe pas. Et tu vas voir la suite. Ceci n'est que le commencement. Le Ghana, c'est pas n'importe quel pays. J'ai appris récemment, j'espère que c'est vrai, je n'ai pas eu la preuve, qu'après la sortie du général Tchiani, il y a le président du Nigeria qui dit non, on va dialoguer, on va discuter. Ça veut dire quoi? Si le Nigeria hésite et le Ghana s'en va, il reste qui dans la CEDEAO selon toi? Il reste rien. À part 2 ou 3 merdeux, tu oublies le reste. Oui, mais vous parlez également du Nigeria, mais il y a le Bénin qui invite le Niger aussi à envoyer ses experts militaires pour vérifier les allégations de présence de bases militaires étrangères sur le sol. Gilles, je te dis que tu caches des terroristes dans ta maison pendant plus d'1 an, tu ne me dis pas viens voir. Et j'espère, le jour où tu as pu mettre
ces terroristes en sécurité quelque part, tu me dis, ah viens, moi je vais t'ouvrir les portes de ma maison, tu vas voir s'il y a des terroristes. On n'est pas des idiots. Depuis que l'accusation circulait, qu'est-ce que le Bénin attendait pour faire ce qu'il fait aujourd'hui? Ça fait plus d'un an que ça circule. Donc, comme aux choses dans l'autre pays à côté, l'armée française, on joue à Jacques où es-tu? On dit, ah, elle n'est plus là. Alors qu'elle est là. Jacques, où es-tu? Ah, me voici. Et puis les enfants courent autour de la maison, dans le coin un peu caché. Il y a un qui est accroupi là-bas. Quand on joue à Jacques, où es-tu? Avec toute une armée, dans un pays souverain, alors ça ne m'étonnerait pas que ce soit possible de l'autre côté. On camoufle un peu les gens, on dit, venez voir. L'accusation, dès qu'elle avait surgi, le Bénin aurait eu intérêt à dire, venez voir. Au lieu de quoi, ils ont pondu des communiqués et il y a même des ambassadeurs qui ont pondu des communiqués de délégation sans jamais dire, si vous êtes sûr de ce que vous dites, nous on ouvre le camp de Kandi, venez regarder. Ils n'ont jamais dit ça. Donc si on passe à la phase Jacques où es-tu, ben, aujourd'hui, ça veut dire qu'en ce moment, ils ont déjà exfiltré les gens dans la forêt du parc W ou ailleurs. D'ailleurs, c'est par là qu'ils vont passer pour attaquer. Maintenant qu'ils sont prêts à attaquer, on dit venez voir le camp, il n'y a personne. Et il faut arrêter de prendre les gens pour des démérés. Ben, ça veut dire que les autres ont profité, ont pris le temps de nettoyer. Mais bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Tu as des terroristes chez toi, tu dis tu ne les as pas. Alors, tu les mets dehors, tu nettoies tout, les mégots de cigarettes, tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à la vie d'un terroriste, tu nettoies tout. Et tu me dis, viens voir, je viens, c'est nickel. J'ai dit, mais Gilles, tu m'excuses. Je ne savais pas que tu étais un homme aussi clean, puisque ta maison aussi est clean, il n'y a pas de terroriste. Alors, l'accusation est là depuis plus d'un an. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on invite les gens à venir voir? Eh ben, ça veut dire que de toutes les façons, si la maison est balayée, donc ça veut dire qu'on peut reprendre sur de bonnes bases. Mais la maison a été balayée. Les ordures ont été jetées où? Si je balaye la maison, je jette les ordures loin de la maison, ou je les brûle, ok. Maintenant, si je cache les ordures pour les sortir en temps opportun, mais sauf si mon interlocuteur est un idiot. Alors, le Niger, ce n'est pas un pays d'idiots. Ils ne vont pas se laisser manipuler aussi facilement. C'est de la manipulation. Comme de l'autre côté, on est en train de, sur décision personnelle, l'armée française doit quitter le pays. On sait que l'armée française ne quitte aucun pays. Alors, on connaît ça. Quand c'est déjà connu, ce genre de manipulation à dessous, mais parce que des gens, si je pouvais concevoir des manipulations sophistiquées, on n'en serait pas là. Mais vous avez beau dire que la CEDEAO n'existe pas, mais sur les papiers, elle est là. Elle a tenu récemment un sommet. Et donc, la question que je posais, c'est une question à analyser. Oui. Parce qu'il y a le Ghana, dont la position se rapproche, on va dire, quoi qu'on dise, du Togo. Le Togo avait la même compréhension, la même sympathie avec les pays de l'AES. Est-ce que ce n'est pas une fissure qui s'agrandit au sein de la CEDEAO qui, finalement, sera divisée en 3 morceaux? Non, écoute bien. Le Ghana, en se rapprochant de l'AES, n'a pas dénoncé ses liens avec la CEDEAO, à ce que je sache. Et tu as parlé du Togo. Le Togo n'a jamais dénoncé ses liens avec la CEDEAO. C'est quoi ce concept où on prend les habitudes, les réflexes du colon qui dit, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Mais moi, en tant que colon, je peux être avec tout le monde. Je peux être avec les Russes, les Chinois, les Turcs, tout le monde. Mais toi, en tant que noir, tu n'as pas le droit de dire bonjour ni à un Russe, ni à un Chinois, ni à un Turc. C'est cette maladie-là qui a contaminé la CEDEAO, du moins ce qu'il en reste. Et quand un pays dit, je veux travailler avec l'AES, mais on estime qu'il a trahi la CEDEAO. En quoi il a trahi la CEDEAO? Quelqu'un qui veut renforcer la cohésion. En quoi il a trahi la CEDEAO? Donc, si le Ghana s'approche de l'AES, jusqu'à nouvel avis, le Ghana n'a pas dit « je ne veux pas de la CEDEAO ». Si le Togo s'approche de l'AES, le Togo n'a jamais dit « je veux quitter la CEDEAO ». La CEDEAO doit se mettre en tête que tous les pays africains ont le droit d'avoir les amis qu'ils veulent. Si eux, CEDEAO, ils se sont donné pied et poing liés à des gens contre corruption, ça fait leur affaire. Mais un pays normal doit pouvoir dialoguer, travailler, discuter avec qui il veut. Montre-moi un pays au monde qui est conditionné par une association de ne plus parler aux autres. Si ça existe, dis-moi. Si ce n'est pas seulement
chez nos nègres là, nos nègres têtus, corrompus, inintelligents, qui prennent les intérêts d'un pays lointain pour brandir et combattre leurs propres frères. Où est-ce que tu trouves le bon sens dans ça? Le Ghana reste, j'ai dit ici la dernière fois, qu'on ne peut pas déplacer un pays. Tu ne peux pas découper le Ghana, le sortir, le mettre quelque part dans la mer comme une île, et puis la place du Ghana reste vide. C'est pas possible, on ne peut pas le faire. Le Ghana est dans l'espace que vous considérez être la CEDEAO, et le Ghana est contigu à l'espace qu'on appelle l'AES. On ne peut pas demander au Ghana de tourner dos ou de dénigrer des gens avec qui ils sont frontaliers, surtout qu'ils souffrent ou vont souffrir tous des mêmes maladies. Qu'est-ce que Mahama a dit? Il a dit, mais on a intérêt à être ensemble pour régler ce problème de terrorisme, sinon ça va nous frapper tous. Bon, Gilles, est-ce qu'on a besoin de faire Harvard ou Polytechnique pour le savoir? D'autant plus que le terrorisme, déjà, il frappe. Il frappe le Ghana, il frappe le Togo, il frappe le Bénin, il frappe le Nigeria. Il est étonnant que des pays qui sont frappés par le terrorisme aillent s'allier avec les sponsors des terroristes pour rien que trahir, vendre ceux qui sont au centre de ce combat antiterroriste en Afrique de l'Ouest et qui sont les 3 pays de l'AES. Assimi Goïta, le président du Mali, a été invité officiellement à participer à l'investiture de John Mahama au Ghana, très prochainement. Ça veut dire qu'il sera aux côtés finalement d'autres présidents de la sous-région. L'atmosphère, est-ce qu'elle risque d'être conviviale? Est-ce que tu te rappelles de ce nègre à l'intellect épais qui, à Saint-Pétersbourg, avait refusé de serrer la main à ce qu'il appelait les putschistes? Alors, un nègre comme ça, puisqu'il va retourner à Paris pour être décoré, certainement, peut-être il ne voudra pas s'asseoir avec les putschistes qui sont en train de développer leur pays. Tu as vu les performances socio-économiques de ces pays que vous appelez putschistes? Pourquoi on ne s'étend pas sur d'autres choses? Je demande à ceux qui ne sont pas putschistes et leur mettre en haut là-bas, dont le pays est en train de se liquéfier dans la misère, mais concrètement, ils apportent quoi à leur population que les gens de l'AES ne peuvent pas apporter? Regarde ce que les gens de l'AES font. Tu as vu ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe au Niger? Ils réussissent à faire ça parce qu'ils se sont extirpés des griffes du pilleur, de la censure de tous les jours, et ils ont leur argent, ils réalisent les choses. Que réalisent-ils? Mais attends, tu as vu ce que le jeune Traoré a fait dans l'agriculture, dans la santé, dans l'équipement militaire? Est-ce que tu as vu? Ou bien toi, tu ne suis pas les informations? Tu as vu ce que le Niger fait, les routes qu'ils construisent? Pourtant, ils sont en guerre. Pourquoi ils arrivent à le faire? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui kidnappe en route la moitié de leurs revenus. Voilà la vérité. Pourquoi les autres pays qui se disent CEDEAO sont toujours soumis à cet esclavage au détriment de leur propre population parce qu'ils veulent faire plaisir à quelqu'un? Vous ouvrez une parenthèse, vous parlez des gens qui coupent les ressources en chemin, le siphonnage des ressources publiques. On a vu que ça existe aussi au Burkina avec les procès de 3 milliards de la dernière fois. Attends, si lui a fait des procès, pourquoi lui a fait des procès? Est-ce que chez les autres, là où on ne fait pas les procès, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de voleurs de deniers publics? C'est justement une nouveauté. En d'autres temps, quelqu'un aurait téléphoné de Paris pour dire celui-là, on ne le touche pas, c'est notre homme. Et lui, il serait monté sur les grands chevaux. Hein, on me poursuit parce que moi, je suis opposant. Tu connais la chanson, hein? Tu connais la chanson. Mais comme aujourd'hui, c'est des pays libres, ils peuvent agir dans l'intérêt de leur population et ils agissent. Et là, Traoré, en jugeant des corrompus, il a donné un bon exemple. Je suis sûr que ça va arriver au Mali et ça va arriver au Niger. C'est simple comme bonjour. Et au-delà? Mais puisque au-delà, c'est le bastion du chef voleur. Hein? Ali Baba, il est 40 voleurs. C'est le bastion du chef voleur. Bon, on ne touche à personne. Mais si je cite les pays de l'AES, c'est parce qu'ils sont assez libres, assez indépendants pour décider de qui on juge et pourquoi on le juge. C'est ça la différence. Au-delà du soutien à l'Alliance des États du Sahel, le Ghana vient de supprimer les visas d'entrée à tous les pays africains, un geste important pour le panafricanisme, son Excellence. Oui, je crois que la suppression du visa
n'a pas été amené par l'actuel président. Je crois que le sortant, Addo, Akufo-Addo avait déjà enclenché le mécanisme. Oui, bien sûr. Si c'est lui effectivement qui a fait ça, bravo. Reconnaissons quand quelqu'un a fait bien, disons qu'il a fait bien. Maintenant, ce qu'il a fait ne peut que renforcer la détermination de Mahama à construire une Afrique unie. Mais à quoi servait l'OUA ou l'Union africaine? À quoi servait la CEDEAO? Mais c'est justement pour éliminer les frontières que des gens assis autour d'une table, un verre de vin, de bière à Berlin ont décidé, c'est-à-dire qu'on tient un couteau, et puis tu ne vois pas les frontières, comment elles sont faites de lignes rectilignes, parce que les gens ont bien bu le jour-là, fromage, vin, bière, et ils ont décidé. C'est une honte, c'est un scandale. Les Africains ne devaient pas accepter ça, mais on sait. C'est pourquoi l'OUA, à sa création, a parlé de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Ils avaient raison parce que on ne voulait pas mettre le feu partout, pour la simple raison que ces frontières sont tellement tordues et que le colonisateur les a justement créées ainsi pour que chaque fois que quelqu'un en parle, qu'il y ait une guerre. Donc, aujourd'hui que les Africains se disent libres et indépendants, ils ont leurs organisations, comme l'Union africaine, comme la CEDEAO, si c'était une organisation sérieuse, mais il est temps de revenir sur ces frontières bancales. Il est temps que les gens voyagent d'un pays à un autre. Qu'est-ce qui distingue un Gambien d'un Togolais? Qu'est-ce qui distingue un Béninois d'un Éthiopien? Mais nous sommes les mêmes. Et on est là dans la misère. En Europe, je t'ai dit ici une fois, tu prends ta voiture, moi je prends ma voiture en Allemagne, je traverse la Belgique, je vais en France, je n'ai vu de frontières nulle part. Pourquoi les Africains ne peuvent pas faire ça pour rendre agréable la vie de leurs citoyens, alors que ceux qui ont cette facilité chez eux viennent ici les dresser les uns contre les autres comme des pitbulls? Pourquoi? Donc, la décision est une décision héroïque, est une décision à féliciter et nous souhaitons que cette décision fasse tache d'huile et qu'aucun Africain ne soit brimé dans un autre pays africain juste parce qu'il n'a pas le visa. Mais la question qu'on se pose, si un seul pays se lève aujourd'hui pour effacer les frontières ou en tout cas supprimer les visas, qu'est-ce qui bloque ces genres de décisions au haut niveau? Mais au haut niveau, ça bloque parce qu'il demande l'autorisation quelque part. Celui qui est obligé de demander l'autorisation, l'Africain, le pays africain, qui est obligé de demander l'autorisation hors de l'Afrique avant de décider, c'est bloqué. Parce que la raison qui, à Berlin, avait demandé on découpe le pays, le continent de cette façon, les raisons sont toujours là. Il faut les maintenir. Il faut que les gens soient toujours prêts à se faire la guerre s'il le faut. Sinon, comment on peut exploiter gratuitement leurs richesses? Les raisons sont là, elles sont toujours là, ça n'a pas changé. Hein. Depuis Berlin, ça n'a pas changé, même ça s'est aggravé. Parce qu'à Berlin, les gens ne savaient pas encore que c'est en Afrique qu'on va trouver de l'uranium, du lithium, du cuivre, de l'or, des diamants. Les gens ne savaient pas encore. Maintenant qu'ils le savent, ils ont intérêt à renforcer ces frontières complètement idiotes pour opposer nos populations les unes contre les autres et leur faciliter l'exploitation gratuite. Dans tous les pays du monde, on exploite les minerais, mais on les exploite, on paye les propriétés de ces minerais. L'Afrique est le seul continent où on prend les minerais gratuitement. Et quand un pays dit « je ne donne plus gratuitement », on prépare des armées pour aller l'attaquer. C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui avec les pays de l'AES. Mais une chose est de prendre la décision, une autre est de la faire respecter. Sur papier, c'est fait, mais dans la réalité, est-ce qu'on va pouvoir respecter ces mesures? On sait qu'au sein de la CEDEAO, il existe des protocoles de circulation libre des personnes et des biens, mais pour passer d'une frontière à l'autre, ça a été toujours des tracasseries, une excellence. Oui, le pays qui a pris la décision de bannir les visas, ça veut dire quoi? Si le Ghana a banni les visas, si tu es béninois, tu viens à la frontière de Ilakonji, on va t'emmerder comme d'habitude. Tu viens à la frontière du Ghana, côté togolais, on va t'emmerder toujours. Mais dès que tu arrives devant les Ghanéens, ils ne peuvent pas te demander visa parce qu'ils savent que tu sais qu'il n'y a pas de visa. C'est tout. Donc, ils appliquent ça sur leur territoire, leur ressort territorial. Ils ne peuvent pas aller imposer ça aux autres, mais ils le font. Est-ce que tu te rappelles récemment que les pays de l'AES, écoute bien, ont décidé que tous les autres ressortissants de ce que vous appelez la CEDEAO sont libres d'aller chez eux comme ils veulent, quand ils veulent. Tu crois que pourquoi ils ont fait ça?
Ils ont fait ça parce que c'est pour mettre les autres au pied du mur. Pendant que ton concitoyen se promène chez moi tranquillement, je te vois mais à la frontière en train de torturer mon concitoyen parce qu'il n'a pas tel papier ou tel autre papier. C'est une ruse de guerre aussi. C'est comme ça qu'on fait la guerre de la communication. Mais les hystériques qui reçoivent l'ordre de l'extérieur, ils n'ont même pas en tête cette communication-là. Il faut te... Parce que c'est comme ça que leur patron parle là-bas. Bon, ça donne quoi? Au bout de 2-3 ans, il a tout perdu en Afrique. À force de parler comme un soudard, il a tout perdu en Afrique. On ne peut pas changer de langage. Depuis que nous parlons ici, qu'est-ce que nous souhaitons? Que les gens changent de langage. Qu'on prenne des Africains pour des humains et qu'on les traite comme tels, qu'on fasse des affaires avec eux, qu'on s'enrichisse avec eux en leur permettant de s'enrichir. Le Niger, uranium, une ampoule sur 3 en France est éclairée par l'uranium du Niger. 90% des Nigériens n'ont pas d'électricité. Ça aussi, ça ne dit rien à nos soi-disant chefs de la CEDEAO. Comment on appelle ça, à la bande des 4 de la CEDEAO. Il faut toujours aider la France à aller tuer les Nigériens pour que, au lieu d'une ampoule sur 3... La France n'a tué aucun Nigérien. Pardon? La France n'a pas, en tout cas, physiquement tué les Nigériens ces derniers temps. Elle n'a pas tué quoi? Donc il n'y a pas eu de tuerie. Bon, si tu veux voir les tueries, tu vois que toutes les armées, tous les camps militaires qu'on met autour des territoires de l'AES, c'est pourquoi? C'est la chose, c'est les compagnons d'Emmaüs, ils viennent pour faire du bien. Ils viennent pour faire du bien. Donc, ça, ce sont des suppositions. Donc, des suppositions. Donc, les armées qui disparaissent en l'air, soi-disant rapatriées, c'est des suppositions. Les camps militaires que Tiani démontre avec indication GPS et tout, c'est des suppositions. Mais Tiani, quand même, c'est un général. Un général ne se promène pas en faisant des suppositions. Il a autre chose à faire, surtout quand il a en charge un pays aussi grand que le Niger avec les problèmes qu'on connaît. Mais il n'a pas parlé de tuerie attribuée normalement à la France. Il n'a pas parlé de tuerie. Et depuis 2014 dans le Sahel, les gens ils font quoi? On ne les tue pas, il n'y a pas de mort. Tu veux combien? Toi, ici, là, parce que tu es à Lomé, hein, y a le calme ici. Va à Kbengal demander aux gens, hein, on va te parler des tueries. Alors, quand vous êtes à Lomé ici, et vous oubliez ce que vos frères même sont en train de souffrir, il vous est difficile de comprendre que dans le Sahel, les gens sont en train de mourir. Alors, est-ce que ce repositionnement du Ghana ne va pas lui créer des problèmes? Est-ce que ce sera ça sans conséquences fâcheuses pour le pays? Mais je ne comprends pas, Gilles. Donc, même une bonne action aussi va t'amener des problèmes. L'objectif de la CEDEAO, qu'elle n'arrive pas à remplir, le Ghana remplit ça. Tous les autres pays de la CEDEAO devaient féliciter le Ghana. Pourquoi ça va lui créer des problèmes? Ça lui créera des problèmes, justement, comme je t'ai dit. De l'extérieur, on leur dira, ne le laissez pas faire ça. C'est tout. Tu te rappelles comment la JT avait dit, moi je vais appeler le président. Il parlait du président du Ghana. Pour lui dire, ils n'ont qu'à sanctionner le Mali. Et on a sanctionné le Mali. Aujourd'hui, ce cinéma-là, cette honte-là, cette crapulerie-là, le Ghana nous prouve qu'il ne marchera plus dans cette sale combine. Et pourquoi ça va lui causer des problèmes? On sait que les pays souverainistes de l'AES, quand ils ont pris la décision de prendre le destin en main, il y a eu des représailles. Mais il y a eu des représailles. Oui. Écoutez ceci, c'est seulement les Noirs qui croient qu'on donne l'indépendance cadeau. Allez demander aux Algériens comment ils ont eu l'indépendance. Allez demander aux Vietnamiens comment ils ont l'indépendance. Si nous attendons ici à pleurnicher comme des femmes, excusez-moi les femmes, hein, il y en a qui sont très combattantes, mais à pleurnicher, mais qui va vous donner l'indépendance? Tu as quelqu'un qui cultive cacao gratuit pour toi, il exploite l'or gratuit pour toi et tu vas lui donner l'indépendance. Mais pourquoi? À moins que tu sois fou. Donc, les pays de l'AES savent qu'ils vont souffrir. Ils sont en train de souffrir et ils iront jusqu'au bout. C'est ça qui justifiera toutes les pertes, toutes les violences, toutes les morts que leur population ont vécues. Voilà. J'ai déjà entendu dans une analyse que ce rapprochement du Ghana va réactiver des réseaux terroristes au nord de ce pays. Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, ce n'est pas le rapprochement qui réactive les... Je vous ai dit ici
que le grand sponsor des terroristes a des lots de terroristes en place, prépositionnés. Si tu dis un mot de travers, on t'envoie ton lot. Tous nos pays ont leur lot. Le Togo a son lot, le Bénin a son lot, le Nigeria a son lot, le Ghana a son lot, la Côte d'Ivoire a son lot. Il y a eu déjà même des attaques terroristes en Côte d'Ivoire. Donc, si toi, on te dit, toi, président, si tu ne marches pas droit, on t'envoie les terroristes. Au contraire, je ne serais pas surpris que d'ici quelques jours, on entende qu'il y a eu attaque terroriste au Ghana. Mais tu crois que les Ghanéens vont se laisser influencer par des histoires de terroristes? Les Ghanéens, ils savent se battre. C'est un peu plus fier. Tu les connais, ces Ghanéens? Tes frères élevés de la Volta-Rini, là, tu les connais? Les Ashanti, les Fanti, les Gourmands, comment on appelle ça? Les Konkomba, les Dagomba. Tu les connais bien? C'est des combattants aussi. C'est comme les gens du Sahel. Si tu crois que ces gens-là sont prêts à baisser la culotte parce qu'il y a 2 ou 3 terroristes qui passent dans la savane, tu te trompes. Voilà. Et l'exemption de visa, que tout le monde est libre de rentrer au Ghana sans visa, dans ce contexte-là, est-ce que ça ne va pas poser des problèmes de sécurité? Les terroristes qui ensanglantent notre nord, là, tu n'as jamais vu leur visa? Non, dis-moi, peut-être ils sont venus te montrer leur visa avant d'entrer pour tuer nos concitoyens. Ceux qui ensanglantent les pays du Sahel, le Burkina, le Mali, le Niger, tu es sûr qu'ils ont montré un visa avant d'entrer sur ces territoires? Non. Au contraire, l'absence de visa n'est pas l'absence de pièce d'identité. Donc, les gens auront leur pièce d'identité qu'on vérifiera. Tu viens à la frontière, tu as quoi? Passeport, on regarde. Bon, pas de visa, mais tu as un passeport. Carte nationale d'identité, tu as quoi? On regarde. Tu pars. On n'a pas dit qu'on a ouvert pour que tous les trafiquants, les terroristes, les colonialistes, le cointré, compagnie, tous ces vampires, ces censures, pour qu'ils viennent se promener dans la savane gratuitement. C'est pas ça l'objectif. C'est pas ça l'objectif. C'est pour faciliter la vie des citoyens. Si toi aujourd'hui on te dit d'aller chercher un visa pour le Ghana, à Lomé ici, mais dis-moi, tu vas où? Peut-être à l'ambassade. Vu le nombre de Togolais qui traversent pour aller au Ghana tous les jours, tu connais une ambassade capable de gérer ces visas? Ça m'étonnerait. De toutes les façons, il y a la frontière officielle, tout le monde connaît, mais le reste, comme avait dit l'autre, on prend la route des contrebandiers. Tu connais l'histoire de la route des contrebandiers, non? Okay. Est-ce que la dynamique ghanéenne va s'étendre à d'autres pays? C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons. Qu'on en vienne un jour à dire dans la CEDEAO, ou du moins dans le reliquat, mais tout le monde peut circuler comme il veut. C'est tout. C'est ce que nous souhaitons. Le Ghana donne le bon exemple. Il avait donné le bon exemple avec le panafricanisme de Kwame Nkrumah. Il a donné le bon exemple avec le panafricanisme de John Jerry Rawlings. Et aujourd'hui, il donne le bon exemple avec le panafricanisme de dernière minute de Akufo-Addo, renforcé par l'arrivée d'un vrai panafricaniste. Et nous souhaitons que les autres pays de la sous-région leur emboîtent le pas. Comment tu comprends que pendant qu'on t'emmerde à une frontière, dans le même pays, on a ouvert toutes les vannes, les Syriens, les Libanais viennent, comme ils veulent. Mais toi, un noir, tu arrives, on t'emmerde. Comment tu expliques ça? Si le Ghana avait dit que, bon, désormais, les Syriens, Libanais, machin, peuvent rentrer gratuitement au Ghana, tu allais voir comment les colons allaient applaudir. Ils allaient applaudir. Parce que le programme, c'est d'utiliser ces gens pour déstabiliser l'Afrique noire un jour. Mais comme nous ne réfléchissons pas, on est là, comme des bovins que nous sommes d'ailleurs, des herbivores. Comme on n'est que des herbivores, on ne réfléchit pas à ce qui peut nous arriver quand nous ouvrons les vannes, que des non-africains viennent envahir nos pays. Je ne suis pas contre ces non-africains. Ils viennent, chacun avec son programme, chacun avec son travail. C'est un travail très dur pour gagner leur argent. On ne va pas leur faire la guerre pour ça. Mais n'empêche qu'en dessous, il y a des terroristes. Alors. L'Afrique, est-ce que vous ne jugez pas qu'elle a de vraies opportunités aujourd'hui pour prendre son destin en main? Parce que la géopolitique internationale présente des opportunités. En 2025, sûrement que la guerre Russie-Ukraine va prendre fin
et que chacun va retourner dans sa classe. En France, il y a des crises politiques, personne ne sait comment ça va tourner. Est-ce que ce n'est pas une occasion pour l'Afrique pour prendre son destin en main, surtout en ce qui concerne les pays francophones? Écoutez, les Africains, est-ce que tu connais cette petite ruse-là? On utilisait ça quand on était enfant. Tu prends une poule, tu lui mets la tête sous l'aile et puis tu la laisses à terre. La poule croit que tu la tiens. Tu ne la tiens pas, mais elle ne fuit pas parce qu'elle croit que tu la tiens. Mais aujourd'hui encore qu'il faut qu'on explique aux Africains que vous avez l'occasion de partir. Et c'est ça que les pays du Sahel ont compris, qu'il est temps de partir. Hein? La fameuse chanson de Ramazotti, il est temps de partir. Il est temps que les Africains partent. Mais il y en a qui croient encore qu'ils sont enchaînés. Ils croient même à des chaînes imaginaires. Il y en a, la France n'a même plus de chaînes sur leurs pieds. Mais ils croient que les chaînes sont là. Eux-mêmes, ils vont commander les chaînes matin, midi, soir à Paris. Ah, chef, est-ce que tu ne peux pas forger de nouvelles chaînes pour nous? Parce que nous, on est heureux que quand on est colonisé. D'accord, toi, le chef qui dit ça là, c'est toi. Hein, le peuple n'est pas d'accord avec toi. Si tu veux aller dire ça au nom du peuple, fais un référendum avant d'aller. Donc, maintenant, la guerre en Russie. Le président de la Hongrie, Viktor Orban, qui vient de finir son mandat en tant que président de l'Union européenne. Tu sais que depuis le début de cette guerre, c'est le seul président européen qui réfléchit. À lui sont venus s'ajouter maintenant le Slovaque et je crois le Tchèque. C'est les seuls qui réfléchissent. Les autres n'ont Dieu que pour les fesses de Zelensky. Ces fesses-là doivent être particulièrement précieuses et ils sont prêts à tuer toute leur population pour les fesses de Zelensky. Tu as vu Zelensky faire la danse du ventre et des fesses? Tu l'as jamais vu? C'est ça qui a captivé les autres. Donc, la guerre en Ukraine, elle va finir. Aujourd'hui, c'est les Russes même qui traînent le pas parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas encore assez fatigué tous les gueulards de l'Occident. Orban a dit à Bruxelles, nous avons perdu devant Poutine. Les gens se sautaient sur les chaises parce qu'ils n'aiment pas qu'on dise la vérité. Ils ont payé des médias pour mentir, pour manipuler leur population et ils ne savent pas aujourd'hui comment ils vont aller dire à ces médias de dire au peuple que ça ne va pas. Tu as vu ce qui se passe? Donc, on forme 2500 guerriers en France et quand ils retournent combien? 1700. Ils désertent. Mais la France a gagné quelle guerre et peut former des combattants sérieux? Non, c'est pas non. La France a jamais gagné quelle guerre et elle peut former des combattants. Non, parce que qu'est-ce que les déserteurs ont dit? Ils étaient étonnés qu'on leur fasse une formation militaire dans laquelle on ne connaît pas les drones. Or, sur le champ de bataille en Russie, en Ukraine, c'est les drones russes qui font des ravages. Mais ce n'est pas compris dans leur formation. Mais donc, le problème, les déserteurs, c'est dans toutes, comment on va dire, les troupes. C'est pas seulement... qui est déserteur? Les formés de France. Non, oui, mais bien sûr. Mais attends, justement, les formés de France, pour eux, c'est une troupe d'élite. Les élites ne doivent pas déserter. Bon, non, les autres Ukrainiens. Attends, les autres Ukrainiens qu'on va attraper de force dans la rue. Le type est en train de faire course avec son enfant, sa femme au supermarché, on l'attrape, on le ligote, on le met dans un minibus. C'est autre chose. Le gars là, s'il déserte, bon, excuse-moi, je dirais que c'est normal. Mais celui qu'on a choisi, on ne les choisit pas par hasard. On les choisit par leur détermination, leurs conditions physiques, pour en faire des troupes d'élite. On le forme, tu dis que combien de semaines? Mais c'est eux-mêmes qui ont cru qu'en 2 semaines, ils peuvent devenir des foudres de guerre, ils vont devenir des Rambo. Chacun rêve d'être Rambo, revenir raconter à ses enfants et petits-enfants ses exploits de guerre contre la Russie. Mais tu peux être Rambo peut-être en Afrique, mais pas contre les Russes. Donc, la guerre en Ukraine, depuis le début, est une opportunité pour les Africains de se libérer. La France est tellement engluée, elle a pris tout son argent pour donner aux Ukrainiens et les Français sont en train de mourir de faim. Bon, ça fait leur affaire, c'est un problème interne. Quand tu es président d'un pays, tu décides ce que tu veux. Ils ont décidé qu'il vaut mieux nourrir, engraisser les Ukrainiens qui volent les armes pour les vendre plutôt que de donner à manger aux populations. Ces régimes européens qui ont suivi, qui ont ruiné leur pays pour engraisser Zelensky, qui en remerciement fait couper l'arrivée du gaz russe dans ces mêmes pays.
En remerciement, ça. C'est pour les remercier. Mais ça fait leur affaire. Donc, les Africains n'ont qu'à regarder ça, tirer les leçons de comment ces gens qui croient être des êtres supérieurs, comment on peut les coincer banalement et les mettre à terre. Tu te rappelles, les luttes pour l'indépendance, c'est quand nos soldats sont allés se battre pendant les premières et deuxième guerre mondiale et ils ont su que les Blancs étaient des êtres mortels. C'est ça qui leur a donné le courage quand ils sont revenus de réclamer l'indépendance. Sinon, les Blancs étaient considérés dans nos pays comme des dieux, des demi-dieux, sinon des dieux. Personne n'aurait osé. Maintenant qu'aujourd'hui, des soldats fuient devant les Russes, mais les Africains doivent savoir que les mêmes soldats auraient fui si c'était devant eux, hein, parce que c'est plus facile de se battre dans le froid que dans le sable brûlant du désert. Donc ici, ils vont fuir davantage. Alors, saisissez l'occasion, préparez-vous, soyez prêts à vous battre et libérez-vous une bonne fois pour toutes. De quelle manière, quels sont les actes symboliques à poser pour justement entrer dans cette ère de souveraineté, de souverainisme Il faut, en réalité, les pays du Sahel n'ont jamais déclaré la guerre à personne. Ils n'ont jamais dit du mal de personne. Le simple fait de dire nous voulons être souverains, leur vaut toutes ces guerres, ben, ça, ce n'est pas les pays du Sahel qui cherchent la guerre. Maintenant, ils sont là et on encercle leur pays avec des troupes. Des troupes qu'on fait disparaître comme par magie, on les fait disparaître du point A pour les positionner au point B. Comme ça, quand ils vont agir au point B, on dit non, ce n'est pas nos gens qui étaient au point A. Ces petites ruses de boutiquiers là, ça ne marche pas et ça ne marchera pas, surtout pas avec les gens du Sahel. Donc, les gens du Sahel doivent être sur pied de guerre. Si les autres croient qu'ils sont en sécurité, je l'ai déjà dit ici, hein, alors que la guerre même ce sera dans leur pays, hein, ceux qui disent que non, hein, nous on est soutenus, vous êtes soutenus par quoi? On va vous filer encore, fourguer encore des armes des restes de la guerre d'Algérie et d'Indochine, alors que les pays du Sahel ont des armes de dernier cri, puisqu'il y avait eu un petit malin qui a dit hein, que les Russes ils ont quelles armes? C'est la deuxième économie. Aujourd'hui les Russes ont la quatrième économie. Et les armes Orechnik là, c'est quoi? C'est pas des armes. Donc, il faut que les gens fassent très attention et qu'ils n'étalent pas leur ignorance pour abuser leur population. Donc, les pays du Sahel doivent se mettre prêts à la guerre, à tout moment, mobilisation générale. Mais moi, je ne parlais pas seulement des pays de l'AES. Au-delà de l'AES, le contexte est favorable, vous l'avez dit, à la prise de destin en main. Mais comment procéder? Mais on ne veut pas être libre. Dans les plantations en Louisiane, disons en Amérique, il y a des Noirs, on les libère le lendemain, 2-3 jours, il n'a pas à manger, il revient voir le maître pour dire, bon, je vais encore travailler pour toi. On ne veut pas être libre. Nous ne voulons pas être libres. La preuve, le combat que mènent les vaillants peuples du Sahel avec leurs dirigeants, mais ça ne semble intéresser personne autour. Nos populations, ça ne semble pas les... La dernière fois, quelqu'un me parlait ici de société civile. Ça n'intéresse personne. Absolument personne. Au contraire, ils sont payés pour se taire. Tu as vu, il y a 2 ou 3 zozos que j'ai aperçus à la télévision. Ils semblent qu'ils vont faire une marche pour protester contre la sortie de l'AES de la CEDEAO. C'est qui? Pour moi, c'est des Blancs, des Arabes qu'on a peint le visage en noir. Parce que sinon, s'ils sont noirs, et ils font ça, ça veut dire qu'ils se suicident, ils ne comprennent rien, ils ne sont rien, ils ne connaissent même pas ce que c'est que l'AES, ils ne connaissent pas ce que c'est que la CEDEAO, ils sont payés pour travailler, mais je leur dis, ceux qui les payent là, ils n'ont qu'à les coacher un peu pour qu'ils parlent intelligemment, mais ils ne parlent pas intelligemment. Pour moi, c'est des Blancs qu'on a peints en noir et on les envoie faire ce travail de nègre. Vous avez rappelé le contact pour nous écrire. Pour la seconde partie de cette émission, avant que ça se passe, c'est le plus 228 96 08 43 43. Écrivez-nous via WhatsApp, pas d'appel, juste des messages que nous allons relayer dans la seconde partie tout à l'heure. Le temps de souhaiter une bonne heureuse année à son excellence, puisque nous sommes dans une nouvelle année. C'est la première émission de l'année 2025. Merci, la bonne et heureuse année. C'est un miracle si nous y sommes arrivés, on ne sait jamais, hein, parce que ce n'est pas seulement les pays du Sahel qui sont visés par les désirs vengeurs de certaines personnes. Et quand je dis certaines personnes, il ne s'agit pas seulement des Blancs, les Noirs aussi, les esclaves zélés,
eh ben, ils sont prêts à nous faire la guerre pour le plaisir du maître, dans l'espoir de toucher 2 ou 3 biscuits de plus. Tu sais qu'à Noël, on donne les biscuits aux enfants. Dans l'espoir de toucher 2 ou 3 biscuits de plus, ils sont prêts à nous faire la guerre pour le plaisir de leur maître. Donc, nous sommes bien arrivés au début de l'année 2025 et nous prions de pouvoir arriver au début de l'année 2026. Inch'Allah. Voilà. Une pause. La seconde partie de New World Forum dans une dizaine de minutes.